Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier vu que c'est un épisode de interview d'experts avec Sandy Jacobi. Salut Sandy. Salut, ça va? Bien et toi? Ça On, va on- bien, merci. on va se tutoyer, on va parler franco vu qu'on se connaît depuis 15 ans. Oui, Bon, voilà. Tiens, ça m'aurait fait bizarre de te voyer. voilà. Écoute, je vais déjà commencer par te laisser te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Eh ben, écoute, je vais rien t'apprendre parce qu'on se connaît déjà depuis un moment, mais je suis Sandy Jacobi, donc je suis cofondatrice de My Marketing Experience, qui est une agence de conseil et de services en marketing, B2B. Et je suis également, co-hôte du podcast My Marketing Podcast, que peut-être tu as eu déjà le plaisir, d'écouter. Et en parallèle de ça, je j'ai du mal à le dire, mais il va falloir que je m'y fasse. Je suis auteure puisque, je viens de sortir un livre qui s'appelle Homo Entrepreneurus. C'est la nouvelle casquette et celle-là, j'ai un peu du mal à la mettre encore. Il faut un peu de temps pour s'y faire. Euh, Exactement. une expérience entrepreneuriale pas tout à fait classique, c'est que tu as entrepris avec ta sœur. J'ai entrepris avec ma sœur jumelle même, Laurie, que on lui dit bonjour, je pense qu'elle écoutera cet épisode. Exactement. C'est un family business. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ensemble? Alors, c'est une bonne question. Alors en fait, nous j'aime bien dire que My Marketing Experience, c'est pas notre première expérience de travail ensemble. Parce que alors maintenant, il y a prescription, je peux l'avouer, mais nous, on a compris qu'on avait, beaucoup d'intérêt à travailler ensemble et qu'on savait très bien travailler ensemble depuis l'école, en fait, puisqu'on était, en classe ensemble et on a, je te dirais depuis à partir du CP, à partir du moment où tu as des devoirs à la maison à faire, tu vois? On a compris qu'il y avait quand même un truc, qui permettait, d'optimiser les résultats, et notre temps en même temps, c'était de travailler ensemble, de se partager, le travail. Donc par exemple, j'allais faire les maths, elle allait faire le français, donc on commençait déjà à s'organiser entre nous, pour abattre du travail. Alors je tiens à préciser par contre que les contrôles, les examens, voilà, hein, on a chacune fait de notre côté, on a réussi, toutes seules, mais tu vois ce que je veux dire? Finalement, la collaboration, les vertus d'une collaboration peuvent démarrer très tôt et hors business et même, au cours de notre adolescence et notre vie d'étudiante, on avait compris qu'il y avait des petits business qu'on pouvait faire ensemble, et ça marchait, plutôt bien. Et si je parle vraiment du côté professionnel, c'est quand même arrivé plus tard, hein, puisqu'on a eu des expériences salariées, l'une et l'autre. On a fait 3 jobs salariés, toutes les 2 dans le marketing. Et puis, dans ma dernière expérience de salariée, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, puisque toi, tu fais partie des rares personnes qui me connaissent de l'époque où j'étais salariée, à la toute fin d'ailleurs, hein, puisque j'ai monté ma marketing expérience, je sais pas qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Eh bien, tout simplement, donc l'idée c'est moi, j'avoue, j'ai eu, c'est moi l'idée de ma marketing expérience, c'est moi. Dans cette dernière expérience salariée, c'est là où j'ai commencé à remarquer que, on était beaucoup appelés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes avec qui on allait travailler, des gens de notre réseau, des amis de personnes de notre réseau qui nous contactaient, soit Laurie, soit moi, pour, des conseils en marketing, des conseils en marketing digital, des conseils en stratégie. Et c'est un modèle qui n'existait pas encore dans le marketing, mais un soir, je suis rentrée à la maison, je suis allée voir Laurie et j'ai sonné chez elle d'ailleurs, hein, c'est la vraie anecdote. J'ai sonné chez elle, elle m'a pas fait rentrer d'ailleurs, on a parlé sur le paillasson et je lui ai dit: «Bah, écoute, est-ce que ça te dit qu'on monte, une agence et finalement on pourrait très bien adapter le modèle, des experts comptables que tu externalises, mais pour le marketing, pour permettre aux TPE et PME d'accéder à des services, marketing, de haut niveau, puisqu'on avait déjà quand même pas mal d'expérience, mais en mode externalisé. Et puis bon, tu je pense que tu te revois à l'époque, hein, tu réfléchis pas trop longtemps et tu dis: «OK» et Laurie, elle se dit: «OK», c'est comme ça que ça a démarré. Donc l'idée, elle est venue juste d'un constat du marché, en fait. C'est souvent c'est probablement la meilleure chose, c'est quand tu constates qu'il y a un besoin sur le marché. Ouais. Vouloir s'adresser à des PME, des TPE pour parler marketing, c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est pas Ah bah, forcément. surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque-là, il y en avait pas. Mais ce qu'on avait quand même compris, tu vois, quand les gens, ils commencent à t'appeler de manière récurrente, c'est un peu un signal faible. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de ces signaux faibles et tu te dis: «OK, si ça arrive aussi souvent de la part de petites structures, c'est qu'en fait, elles peuvent pas embaucher parce qu'on des profils comme Laurie et moi, déjà à l'époque, c'est pas qu'on était, les plus chers du marché, mais bon, si tu veux quelqu'un d'expérience, il faut pouvoir le payer. Et ils avaient pas forcément ni le budget, ni les compétences en interne, ni la possibilité d'internaliser. Donc effectivement, c'était pas, une évidence à l'époque pour beaucoup de gens.
je te cache pas que mon ancien DG m'avait dit que ça marcherait jamais. Bon, On lui fait écoute, tout le monde coucou. peut se tromper, enfin, hein? Mais, je pense qu'il l'avouerait aujourd'hui. Enfin, je veux dire, peu de gens auraient misé sur nous. On a passé un concours de j'aime bien aussi, je l'ai appris très tardivement, mais à l'époque, quand on s'est lancé, on a passé un concours de pitch de création d'entreprise à l'écrit. Donc d'abord, tu rends ton dossier à l'écrit avec ton business plan, alors mords-moi le nœud parce que franchement, pardon, hein, mais moi, mon avis sur les business plans, c'est que tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans parce que de toute façon, c'est un peu un fantasme. Tu prévois, mais la réalité du marché, après, elle peut être tout autre. Vaut mieux prévoir plusieurs business plans d'ailleurs. Et bah, à l'écrit, sur le papier, on a failli être recalés, quoi. On a été repêchés au dernier moment parce qu'ils se sont dit: «Bon, elles sont jeunes, elles ont l'air sympas, on va les faire passer à l'oral». Et en fait, c'est à l'oral qu'on a gagné, parce qu'on a finalement gagné le concours. Mais à l'oral, je pense qu'on a été extrêmement convaincantes sur notre vision du marché, sur, notre conviction qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup, bon, bah, on a gagné 20 000 €, ce qui était pas négligeable à l'époque d'ailleurs, hein, ça te permet de démarrer un peu plus sereinement. Mais je te rejoins, c'était un pari. Mais aujourd'hui, je pense que toi, tu as largement l'expérience. Quand tu crées une boîte, de toute façon, c'est un pari, quoi. Et Tu as aucune certitude que ça fonctionne. ah non, non, c'est enfin, tu as plus de chances d'ailleurs que ça ne marche pas que ça marche. Je crois que c'est Exactement. Xavier Niel le rappelait il y a pas très longtemps dans un symposium à Marseille. Il parle on se souvient des boîtes qu'il a créées et qui fonctionnent, on se souvient pas des boîtes qu'il a créées et qu'il a plantées. Bah, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant, d'ailleurs. C'est qu'on te montre que les exemples de ceux qui sont encore là, mais tous ceux qui sont plus là, voilà. En fait, il y en a plus qui sont plus là que ceux qui ont survécu, c'est tout à fait normal. Donc pour reprendre ce que tu disais, à l'époque, c'était pas une évidence, mais quand tu sens qu'il y a un truc et que tu as envie d'y aller, on s'appuyait pas sur rien quand même, notre 1er client, on l'a signé en 2 semaines, hein, donc bon, quelque part, tu comprends qu'il y a quelque chose. Après te dire que pendant 15 ans, ça a été un long fleuve tranquille, par contre, ce serait complètement faux, hein, c'est pas du tout, mon propos. Mais quand tu montes, alors appelle-le une start-up, moi je m'estimais pas forcément une start-up parce qu'il y avait pas la dimension tech, mais quand tu montes un modèle innovant, on va parler de modèle innovant pour nous, qui n'est plus du tout innovant aujourd'hui, soyons honnêtes. Tu prends un risque, mais finalement, tu prends un risque qui est relativement maîtrisé quand même. Et en 15 ans, vu que maintenant ça fait 15 ans que tu entreprends, quelles sont les grandes évolutions que tu as vues dans, 1, la maturité de vos clients et les prestations que vous offrez, que vous leur offrez? Alors si on parle de 15 ans, si on revient 15 ans en arrière et on parle de la maturité du marché, il y a pas que ça d'ailleurs, il y a pas que la maturité du marché, il y a les outils disponibles sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, tu avais pas tout ce que tu as aujourd'hui. Déjà la donnée, parlons-en de la donnée, tu en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour piloter ton marketing, tu as accès à beaucoup plus de données. Donc ça, c'est très cool d'ailleurs. Mais si je reviens à ta question, purement sur la maturité du marché, alors très concrètement, il y a 15 ans, pour une TPE-PME, spécialement en B2B d'ailleurs, mais au début on faisait aussi du B2C d'ailleurs. Investir dans le marketing, c'était pas une évidence, d'accord? C'était pas quelque chose que beaucoup d'entreprises faisaient. Donc il y a quand même eu évidemment un côté, tu dois éduquer ton marché. Ce qui parlera à beaucoup de startups, hein, je pense, ou de personnes qui travaillent dans l'innovation. L'éducation est un énorme travail. Sauf que quand tu es une boîte de 2, éduquer ton marché, c'est mignon, mais en fait, tu as pas forcément les moyens, les budgets de marketing et communication pour éduquer tout le marché. Notre avantage, c'est qu'il y avait très peu de concurrents. C'est que de toute façon, notre modèle existait pour ainsi dire. Donc à l'époque, ce qu'on a fait, on a monté un blog et on a beaucoup publié de contenu. Donc 15 ans en arrière, publier du contenu, il y avait quasiment personne qui en faisait, quoi. Quand tu avais un blog marketing, tu étais sûr d'avoir du trafic. Enfin, je veux dire, Google, les algorithmes n'étaient pas les mêmes. Donc i c'est pour ça que les techniques utilisées aujourd'hui, tu peux pas les copier-coller. Je ferai pas la même chose aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas pour peu que tu sois motivé, que tu crées du contenu, et que tu utilises après les réseaux sociaux, les outils digitaux, c'était pas encombré comme aujourd'hui. Parenthèse, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser les canaux digitaux, mais pas de la même manière. Et donc la maturité du marché, elle était faible, mais tu avais quand même tu sais, ce 1 à 3 qui est prêt à acheter. Et derrière, tu avais la possibilité de te faire connaître et de trouver des clients. Pour peu que tu sois un peu débrouillard et prêt à innover, notamment à créer du contenu, ça a pas été si difficile. Donc aujourd'hui, évidemment, tu as un marché qui est plus mature.
tu as plus de tu plus d'entreprises, de TPE-PME, notamment B2B, qui ont compris que le marketing, c'était nécessaire. Enfin, elles l'ont compris soit en avance, soit à leurs dépens, hein, soyons honnêtes. Il y en a, c'est elles l'ont compris dans la douleur, mais elles l'ont compris. Il y en a qui ont toujours pas compris. Eux, je pense qu'ils doivent vraiment se faire beaucoup de soucis et tu as aussi plus de concurrents. C'est-à-dire que tu as quand même un marché qui s'est structuré, où il y a beaucoup plus d'offres. Hem Et les techniques marketing, en revanche, ben, c'est toujours à celui qui va occuper le terrain le plus, et le plus, stratégiquement possible. Hem, donc oui, ça a évolué. Alors, je répondrai aussi sur ta tu m'as posé une question sur les offres aussi et bah, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 15 ans, tu es obligé de faire évoluer tes offres. Si on avait gardé la même offre qu'il y a 15 ans, je sais pas si on serait encore là aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que je me serais fait trop chier, pardon, j'ai déjà dit un gros mot. Je me serais trop ennuyée sur 15 ans pour continuer à faire la même chose. Donc notre offre du départ existe toujours. On propose toujours aux entreprises de s'occuper de leur marketing au niveau opérationnel. En revanche, aujourd'hui, une grande partie de nos services, c'est du conseil et de la stratégie en marketing B2B, heu, pour leur apporter ce qu'ils ne pourront justement pas trouver ailleurs. Cette expérience, cette expertise dans la stratégie. Comment vous le faites aujourd'hui? Sur qui vous appuyez et quel est un peu votre facteur de différenciation? Donc comment on le fait, comment on le fait la stratégie ou comment on fait quoi du coup? Comment vous faites pour accompagner vos clients? Enfin, quelles ressources D'accord. tu utilises? Alors on utilise beaucoup notre cerveau qui alors non, blague à part, pour la partie, tout ce qui est la partie stratégie. Donc pour nous, on englobe, quel est ton marché cible? Comment il achète? Qu'est-ce qui compte pour eux? Les leviers d'achat, les freins, les objections, la valeur perçue, qu'est-ce qu'ils attendent? Les douleurs, dans le jargon, on appelle ça les pains donc, les douleurs derrière les douleurs aussi, parce que tu as ce qu'on te dit et puis il y a ce qu'on te dit pas. Il faut aller chercher ce qu'on te dit pas. On tra Dans la stratégie, on inclut aussi la stratégie d'offre, qui est un gros, gros volet de notre expertise. C'est pas, tout de créer une offre, c'est de créer, nous on fait ce qu'on appelle des mappings d'offres pour, augmenter la valeur vie des clients, augmenter la fidélisation, augmenter le panier moyen, sécuriser au maximum l'entreprise et rendre les offres ce qu'on appelle ergonomiques. Donc c'est un jargon qu'on utilise chez nous, l'ergonomie de l'offre, c'est à quel point ton offre, elle va être facile à acheter. Et en B2B, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de retard, hein, encore, là-dessus. Je ne te l'apprends pas, je pense. Non. Avoir une solution, c'est D'ailleurs, pas avoir une offre. Juste, spoiler, je n'ai pas toujours été c'est pas bon la là. même chose. Voilà. Pardon? Et d'ailleurs, je n'ai pas toujours été bon dans ce domaine-là. Voilà, donc je comprends tout à Oh fait la. bah, c'est bien déjà d'en avoir conscience, hein. Je veux dire, on a tous ses points forts et ses points faibles, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui fait, avoir une bonne offre facile à acheter, ça fait une énorme différence. Donc évidemment, là, on travaille aussi sur tout ce qui est pitch, le pitch de vente. On a quand même une vraie orientation, qui est commerciale et on travaille, dans la stratégie, on inclut aussi toute la partie positionnement, pour dire un affreux anglicisme, messaging aussi. C'est-à-dire que de ce positionnement et ta proposition de valeur, quel message tu déclines par rapport à chacune de tes cibles, si tu en as plusieurs. Si tu en as qu'une, bah, ça tu en as qu'une et là, on définit, bah, comment tu mets ça en musique puisque, bah, une stratégie en soi, ça n'a pas grande valeur si tu as pas, le mode d'emploi pour savoir comment l'exécuter. Donc on produit ce mode d'emploi qui s'appelle un plan d'action marketing et si, l'entreprise n'a pas les ressources pour, l'implémenter, parce que ça peut arriver d'avoir, ou pas les bonnes compétences ou pas assez de personnes, on va être en mesure de l'accompagner dans l'exécution et alors cette partie-là, pour ça, on travaille avec, des experts dans chacun des domaines. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, tu parlais tout à l'heure de l'évolution du marketing et ben, clairement, c'est un marché, qui s'est extrêmement professionnalisé, extrêmement spécialisé. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du SEO, ne fait pas du Google Ads, enfin, à mon sens, en tout cas. Pour moi, tu peux pas être excellent en SEO et excellent au Google Ads. Tu peux pas être excellent en copywriting et excellent en design. C'est des métiers complètement différents et donc c'est pour ça qu'on a constitué, une équipe d'experts, avec lesquels on travaille, pour certains depuis,
de très, très nombreuses années, genre je dirais 8 ans, peut-être et puis, d'autres qui peuvent alimenter par rapport aux nouveautés, aux nouveaux besoins, en marketing. Mais c'est des équipes qui sont stables. Et du coup, ces équipes, elles interviennent sur des projets pour les clients, elles sont déléguées pour les clients en permanence. Comment, vous avez choisi d'avancer? Elles interviennent, sur des projets pour des clients, oui. Elles interviennent sur des projets pour des clients, certaines dans la durée. Alors c'est pas un mode régie où c'est une personne, par jour, pas du tout. C'est plut Nous, on travaille pas sur du temps, c'est-à-dire on vend pas du temps, on vend, des livrables et donc bah, si les livrables, sont à livrer, dans la durée et bien sûr, on a des équipes qui sont, mobilisées, dans la durée. Et du coup, vous-même, pour, faire évoluer votre offre, comment vous avez, enfin, quels sont les déclencheurs qui vous ont fait, prendre des nouveaux virages? Et notamment, vous avez été parmi les premières à lancer un podcast sur le marketing. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à prendre cette décision? Alors je trouve ta question hyper pertinente et c'est drôle parce qu'on me la pose très rarement. Donc déjà, je vais te dire, c'est une vraie bonne question et tu as raison. Ça se voit d'ailleurs que tu as toi-même, tu as toi-même un background d'entrepreneur, de longue date. Effectivement, il y a souvent des éléments déclencheurs, des étapes en tout cas. Hem, alors, je vais être hyper transparente. Je pense que tu le sais, nous, dans les premières années, on a monté notre boîte. On a monté My Marketing Experience. On l'a développée et en même temps, on a fait des enfants et tu vois, Ouais. tu m'aurais peut-être encore questionné il y a 5 ans, je t'aurais pas parlé de ça parce que c'était quelque chose que je cachais un peu. Pas que je cachais, mais que peut-être j'étais dans le déni, je sais pas. Mais évidemment que, en tout cas, nous, ça a eu un impact sur notre entreprise. C'est-à-dire que tu fais 4 enfants dans les 5 premières années de ton entreprise, à 2, pas chacune, hein, voilà. Ça a un impact sur le sur Vous sur seriez sur ton seul ou entreprise, que pas séparé. ouais. Pardon? Vous auriez pu chacune, mais ça aurait été encore plus compliqué. Ouais, on en reparlera. Non, je te regarde si tu veux. Heu et une fois ce passage-là terminé, les 5 premières années où tu es un peu, voilà, tu es un peu partout et finalement tu as très, très peu d'espace mental pour te poser et prendre du recul parce que c'est de ça dont a besoin un dirigeant pour pouvoir franchir des paliers, c'est de se poser et de prendre du recul. Donc je te dis, au bout de 5, 7 ans, on s'est dit: «OK, est-ce qu'on veut continuer à faire ça, comme ça, tout le temps?» Et de toute façon, le marché commençait à changer et de toute façon, on voyait qu'on avait envie de faire, d'ajouter des cordes à notre arc et c'est donc, là qu'on a commencé à réfléchir et il y a eu cette première étape où on a, officiellement, dit qu'il y avait, un pôle stratégie chez My Marketing Experience et un truc de fou, c'est qu'à partir du moment où on n'avait même pas mis l'offre en ligne, on n'en parlait même pas, on a commencé à avoir beaucoup de demandes sur cette partie. Je pense que tu as vraiment ce truc de te dire à partir du moment où toi tu l'intègres et ben, je suis pas très loi de l'attraction et tout ça, mais je pense que d'une certaine manière, quand toi tu es conditionné pour accueillir des opportunités, les opportunités elles arrivent plus facilement. Voilà, c'est plutôt ça que je suis en train de dire. Peut-être que c'est ça la loi de l'attraction en fait. Heu et donc il y a cette première étape où, on a assumé d'avoir un vrai pôle stratégie et ça nous a, fait faire un gros step aussi et puisque tu parlais du podcast, c'est arrivé au bout de 10 ans. Il y a pas de storytelling incroyable autour du podcast, je voudrais te le dire. Je suis désolée, je vais peut-être en décevoir plus d'un. Mais, ce qu'on a toujours fait, c'est d'être très à l'écoute. Tu vois, tu as dit: «Comment tu as fait pour faire évoluer tes offres?» On a toujours été extrêmement à l'écoute de notre marché. On parle avec nos clients le plus possible. Peut-être qu'à certaines périodes, on l'a pas assez fait, mais quand même, on le fait le plus possible et pas qu'aux clients. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs et à cette époque, chez My Marketing Experience, on avait un stagiaire quoi, qui avait, je sais plus, peut-être 20, 21 ans, enfin, l'âge d'un stagiaire quoi et qui nous avait dit, «Ça vous dirait pas de monter un podcast? Ça cartonne aux États-Unis, je suis sûr que c'est une tendance qui va arriver, en France». Alors tu avais quand même des podcasts en France, hein, faut pas il y en avait, mais pas tant que ça. Et un peu comme je te disais tout à l'heure, qu'on s'est pas posé 40 questions, quand on a créé My Marketing Experience, que genre, j'ai proposé à Laurie, elle a juste dit «oui». Ben, en fait, on a juste dit «oui». On s'est dit: «OK, on se lance, on va le faire». Alors on avait déjà une chaîne YouTube qui marchait plutôt bien d'ailleurs et donc le podcast est né comme ça. Heu, Au début, pas en des épisodes un peu pas assez réguliers, mais c'était hyper pardonnable à l'époque parce qu'il y avait pas grand monde. Aujourd'hui, si tu fais ça, tu es mort, hein.
Enfin, voilà, tu décolles pas du tout. Mais c'est toujours le enfin, dans le milieu de l'entrepreneuriat, le timing est hyper important et à cette époque-là, lancer un podcast à cette époque-là, bah, clairement, on a aussi bénéficié d'un timing. On va pas se mentir, quoi. D'ailleurs, Tout comme commencer à créer du contenu il y a 15 ans, tu bénéficies du timing. Tout comme, on s'est mis à fond sur LinkedIn, avant le covid, enfin, juste avant le covid, tu bénéficiais du timing. Quand tu es le premier à faire un truc et à t'y tenir, d'accord? Je vais répéter parce que quand tu es le premier à faire un truc et à t'y tenir dans la durée, tu bénéficies souvent de cet effet de timing et de cet effet cumulé sur la durée. Et c'est ça, je pense, une de nos forces chez My Marketing Experience, pour durer. justement, ces expériences, comment vous avez de la vélocité pour les transmettre vite à vos clients? Bah, déjà, on n'est pas une grosse structure. Donc d'une certaine manière, les apprentissages se font plus vite. Moi, je dis souvent à des clients que je ne déploie jamais quelque chose chez eux si je l'ai pas testé moi-même, dans la mesure où on peut le tester chez My Marketing Experience. Heu et nos clients, ils viennent un peu chercher ça aussi quand même, hein. Ils viennent justement chercher des nouvelles idées, des choses qu'ils ont pas vues ailleurs, des personnes qui ont du feedback du marché. Donc tu me disais tout à l'heure, un de vos éléments différenciateurs, c'est qu'on a une expérience du terrain. C'est-à-dire que moi, je suis capable de te dire pourquoi j'inclus ça dans une stratégie. Parce que je l'ai testé chez d'autres, parce que je l'ai vu faire, parce que je parle à des gens, des experts du marché, voilà. Hem et cette vélocité, alors pour nous d'exécution, bah, parce qu'on est une petite structure et qu'à partir du moment où on dit oui, si on a le budget pour le faire, on le fait et la transmission chez nos clients, et ben, c'est pas toujours rapide déjà. Il faut l'idée, la stratégie, c'est rapide. L'implémentation, ça dépend aussi beaucoup du client, hein, faut pas se mentir, si le client met du temps à l'implémenter, ça mettra du temps ou à l'accepter. Mais, ce qu'on constate quand même, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont plus réactives et qui suivent nos recommandations le plus rapidement possible, obtiennent plus vite des résultats que les autres, c'est sûr. Donc tu dois, toi, faire les propositions avec vélocité et je vais te donner un exemple après et l'entreprise qui te paye, parce qu'on est quand même sur une relation contractuelle où tu es payé, si elle te paye en se disant: «Je les paye et je vais les écouter, je vais le faire», bah, en général, tu rentabilises beaucoup mieux ton retour sur ton investissement et typiquement, il y a 2 ans, à un client avec qui on travaille depuis déjà un moment, je lui ai dit: «Écoutez, LinkedIn, c'est très bien, on continue, on fait pas que LinkedIn, il y a de la stratégie de contenu, il y a du branding, il y a beaucoup de messages, il y a du copier». On va dire qu'il y a beaucoup de dispositifs mis en place, au niveau du marketing et il y a 2 ans, alors que personne n'en parlait ou très, très peu, je lui ai dit: «Je pense que ce serait hyper nécessaire et hyper smart de développer votre profil, LinkedIn, votre prise de parole sur LinkedIn avec une position de ce qu'on appelle thought leadership, donc du leader d'opinion». Concrètement, c'est de la marque personnelle, mais c'est de la marque professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas de la marque personnelle au sens influence. Influence, je veux, monétiser mon compte, mais au sens, je suis un CEO, c'est du CEO thought leadership. Donc je prends la parole en tant que CEO sur LinkedIn pour donner ma vision, partager le quotidien. C'est un des trucs qui a eu le plus d'impact ces dernières années. Personne ne le faisait. Il a suivi, il a dit oui. Ça s'est pas fait en 2 ou 3 mois. Le ROI, c'est pas la même chose que quand tu es freelance. Tu reçois pas des gens qui te contactent en MP. C'est pas comme ça que ça se passe. Le ROI, c'est tes prospects qui te disent en rendez-vous: «Ah, c'est vachement sympa, votre président, votre directeur général, qui prend la parole». C'est des gens qui, quand, tu remplis un formulaire, sur le site, ils disent: «J'ai entendu parler, je suis votre CEO, sur LinkedIn». C'est ça, le retour sur investissement. C'est la réputation, c'est la marque. Et ça, aujourd'hui, c'est un des actifs les plus précieux que les entreprises, elles peuvent avoir. Je suis complètement d'accord que c'est l'actif le plus intangible et le plus valorisable et valorisé, notamment quand tu pars dans un processus de cession à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a Dans un des... processus de cession ou si tu cherches aussi, si tu cherches à lever des fonds, si tu cherches des partenaires, beaucoup de choses. Je dirais qu'à toutes les stades de vie de ton entreprise, sa marque et sa réputation ont une fonction. Je suis d'accord. Héroïste, Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont fait changer de taille? de taille d'entreprise?
Alors, de taille d'entreprise, de taille de deal, de façon de faire et tout? Oui. Alors de façon de faire, non, parce que nos clients viennent chercher notre méthodologie, justement. J'ai Laurie était encore en téléphone hier, on accompagne un très grand groupe de plus de 3 000 personnes sur, leur marque employeur. Donc c'est vraiment à l'étape, on va dire c'est il y a nous on assure la partie marketing et puis on a, des super partenaires sur la partie RH. On fait un job, génial, ils sont ravis et ils sont venus chercher la méthodologie. C'est-à-dire ils arrivaient pas à faire avancer le projet en interne. Une des raisons pour lesquelles ils font appel, à nous, c'est la capacité à apporter la méthodologie que tu disais véloce. On va dire c'est le mode start-up si tu veux et c'est ce que disait Laurie lui disait hier, était en rendez-vous hier et dans un éclat de rire, elle a dit: «Bah, vous venez chercher du mode start-up, vous l'avez trouvé». C'est exactement ce qu'il leur fallait parce qu'en fait, ils avancent sur des projets sur lesquels ils n'avanceraient jamais s'ils le dealaient en interne. Donc non, en général, on nous fait pas c'est pas les clients qui nous font changer, c'est nous qui leur apportons une méthodologie qu'ils n'arrivent pas à avoir en interne pour X et Y raison, parce que, ils ont pas la structure pour, ou parce qu'ils sont trop gros, ou parce qu'ils sont trop petits, bref. Nous, on a énormément travaillé en revanche notre expérience client. On s'appelle pas My Marketing Experience pour rien, d'ailleurs, hein, c'est parce qu'on pense que l'expérience client est extrêmement importante. Depuis le jour 1 où on se parle en rendez-vous, même je dirais depuis même avant, parce que nous, on considère que tous nos points de contact, le podcast, les posts LinkedIn font déjà partie de l'expérience client, My Marketing Experience et puis il faut que tout soit aligné. Donc ça veut dire que si tu as découvert dans le podcast ou si tu as découvert, sur LinkedIn ou si tu as découvert sur YouTube ou que sais-je ailleurs, il faut que, l'expérience soit continue du début à la fin. Faut pas qu'il y ait de déception. Décevoir un client, ça veut pas forcément dire faire tout le temps bien ton travail, hein. Tu peux enfin, s'il y a une personne, qui se manifeste en disant: «Moi, j'ai toujours, fait 100 de satisfaction, 200 de satisfaction des clients, ils ont toujours été contents», levez le doigt, vous êtes menteur, un menteur. Non, ça peut arriver les couacs. Mais c'est de te dire que même pendant les couacs, tu assures l'expérience qu'ils étaient venus chercher. Et Savoir donc rattra nous, c nous les pardon? savoir rattraper le couac. Bien sûr, savoir être responsable, savoir dire, «J'ai eu tort», savoir dire: «On a merdé», ça fait aussi partie de l'expérience, savoir se rattraper. Alors évidemment, ça arrive pas tous les 4 matins, mais sur 15 ans, tu peux quand même imaginer que c'est arrivé. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, mais que les clients savent pourquoi ils restent et du coup, ça, ouais, tu es challengé dans ta méthodologie. En 15 ans, on a énormément fait évoluer, nos manières de faire. Je dirais pas que ce sont des clients, je dirais plutôt que ce sont des changements de marché, des évolutions de marché qui nous ont fait évoluer et si tu veux faire évoluer, tu vois, on parlait de la marque et de si tu fais évoluer ta marque et ton positionnement, tu fais aussi évoluer ça. Tu peux pas continuer à délivrer comme quand tu te lances, un peu à l'arrache, quoi. Pas à l'arrache. Au bout de 15 ans, ça le fait pas. Mais d'ailleurs, vous êtes le meilleur exemple. Vous êtes passé de My Marketing Manager à My Marketing Experience. C'est pas pour rien. Oui. Bah, ce changement de nom n'a pas été anodin. Alors il y a toujours des gens qui regrettent parce qu'ils disent: «Ah, c'était plus facile à dire, mais marketing manager». Je dis: «Bon, ça» en fait, il y a plein de gens qui savent même pas que ça existait, hein, mais c'est pas grave. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est arrivé à un stade où manager, ça ne représentait plus du tout ce qu'on faisait. Au début, on était manager, on était exécutante, mais il arrive un moment où tu es plus exécutant. Nous, aujourd'hui, on est les gens viennent nous chercher surtout pour la stratégie parce que c'est si tu fais de l'exécution sans une vraie stratégie, tu auras jamais les résultats que tu peux avoir avec une vraie stratégie marketing, de vraiment, de bonne dimension et pertinente, ce qu'on est complètement capable de délivrer aujourd'hui et ce qu'on fait et donc les résultats opérationnels sont forcément impactés positivement avec cette stratégie et donc c'est pour ça qu'on avait changé. Alors on trouvait que My Marketing Strategy, c'était naze, hein, forcément. Et c'est un peu naze. Donc on avait opté pour expérience parce qu'on trouve que expérience, en fait, ça englobe tout. Ça englobe le début, la stratégie, l'opérationnel et même la découverte, en fait. Le média, aujourd'hui, ça, c'est un truc qui a été un peu plus difficile pour moi. Alors, Laurie n'est pas là, donc je ne pourrais pas lui demander, mais dire qu'on a un pôle média, ça a mis du temps, mais en vrai, on a un pôle média. On a une newsletter qui s'appelle 8h08. On a un podcast. On est présente, sur LinkedIn, sur Instagram. Je parle même pas de TikTok parce que honnêtement TikTok, c'est assez risible. Je dois avoir 300 abonnés.
C'est Mais toujours plus que moi. oui, bah, si ça peut vous amuser d'aller regarder sur TikTok. Mais tout simplement, on s'est dit: «Expérience, ça représente plus ce qu'on veut délivrer». Et par rapport à tout ça, donc aujourd'hui, tu nous as dit un peu comment vous avez évolué. Quels sont les grands changements que vous anticipez? Et quelles sont les grandes tendances que tu vois arriver? Et on en voit tous une qui est l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui on anticipe, l'arrivée de l'intelligence sur son business, deux, sur la transformation du marketing? Alors j'aurais plus de mal à te parler sur tous les l'impact sur tous les champs business parce que je les maîtrise pas tous, tu vois? Donc je vais quand même parler, probablement que tous les champs business en revanche sont impactés. En tout cas, pour moi, les RH, sont parmi les premiers impactés, en marketing, tu es impacté, en com, tu es impacté. Je pense qu'en développement produit, tu peux être impacté, surtout si tu touches sur du développement, informatique, on va dire. Là où j'ai un peu moins de visibilité, ce serait sur des aspects, comptables et financiers, mais à mon avis, ils sont largement impactés aussi. Hem, moi, j'ai j avec le recul, le tout petit recul, ça fait quoi? Ça fait 3 ans? 2 ans? Moi, ça fait 2 ans que j'utilise, des outils d'intelligence artificielle, donc finalement, ça fait pas si longtemps, quoi. Ce que je constate, c'est que, il y a 2 constats. Il y a ceux qui l'ont adopté très vite et qui, même s'ils ont un petit niveau, ont toujours un meilleur niveau que les autres, parce qu'ils ont compris comment ça marche, au moins ils ont compris comment ça marche. Et ceux qui sont encore en train de regarder l'IA en disant: «C'est le futur», heu, c'est très, 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 très dangereux. C'est-à-dire que moi, je rencontre encore des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais ouvert ChatGPT. Et je pense qu'il y a même des personnes qui ont, c'est un troisième groupe qui fait un déni par rapport à ça. Voilà. Alors déjà, je crois que même dire que c'est une tendance, c'est pas vrai, c'est une transformation. Je sais pas si tu as vu le cas, moi j'ai pas vécu ça, mais je sais que Laurie dans un stage qu'elle avait fait, quand elle était étudiante, non, c'était déjà dans les années 2000 quand même, donc c'était pas le tout début, mais elle avait eu un directeur qui lui avait dit qu'il ne croyait pas en internet. On devait être en 2005 s'il te plaît, quoi. Quelqu'un qui te disait en 2005 qu'il croyait pas dans internet, c'est qu'il était juste aveugle. C'est même pas qu'il sentait pas le marché, c'est qu'à ce niveau-là, tu es dans le déni. Et je pense qu'aujourd'hui on en est un petit peu là. Bon, du coup, il s'est bien vautré quand même, hein. Et je pense qu'on en est un peu là. S'il y a des personnes aujourd'hui qui pensent encore que c'est juste un effet de mode ou une tendance, c'est excessivement dangereux. Après que tu sois pour, que tu sois contre, que ça te fasse peur, que c'est pas là, que tu as pas envie d'aller vers ça, ça c'est tout à fait, discutable. Mais, le fait est que c'est pas toi en tant qu'individu qui va pouvoir stopper ce qui est en train d'arriver. D'accord? Tu peux œuvrer pour que ce soit fait dans des bonnes conditions, mais le rejeter, si tu es un professionnel, si tu es un dirigeant, alors j'ai parlé pour les entrepreneurs, les dirigeants, mais même si tu es salarié, je pense que tu te mets en marge directement. Tu te dis: «OK, moi je» dans ce cas-là, fais-le jusqu'au bout, démissionne, va élever des chèvres. Encore même là, tu auras peut-être besoin de faire, un peu d'IA, mais à la gare, ça, c'est un autre débat. Et puis tu as ceux qui le rejettent, comme tu dis. Tu as ceux qui disent, «J'attends de voir». Je pense qu'il est plus trop temps de regarder ce qui se passe. Et après, tu as ceux, quand même, la majorité aujourd'hui, je dirais, qui l'ont adopté. Mais l'IA, on le sait, creuse, par exemple, beaucoup heu, de d'inégalités. Ça a tendance à creuser les inégalités entre les entreprises puisque ça a tendance à les colmater, on va dire. Parce que, bah, tout simplement, les entreprises qui investissent pas là-dedans et surtout qui n'investissent pas dans la formation de leurs collaborateurs vont, creuser en fait une dette, technologique monstrueuse. Et je parle même pas de métier technologique, hein, je parle même si tu es que dans le marketing, enfin que dans le marketing, pardon. Je devrais pas dire ça, je prêche pas pour ma paroisse, mais parce qu'on n'est pas perçus comme des métiers technologiques, mais en réalité, si tu es pas aujourd'hui au fait de l'IA un minimum, l'année prochaine, je sais pas si tu vas encore, arriver à discuter avec quelqu'un, correctement, quoi. Et l'adoption massive, parce que moi je pense qu'il va quand même contraint, forcé ou de ton plein gré, je pense que les entreprises vont de toute façon, ça va continuer. Mais comme tu as de plus en plus d'entreprises qui vont adopter l'IA, parce que ça va te permettre de créer plus de contenu plus vite,
Ça va te permettre de créer plus d'offres d'emploi plus vite, ça va te permettre de gérer plus de données plus vite. Ça je pense que tu l'utilises, tu vois bien quand même qu'il y a beaucoup de choses que tu fais plus vite. Donc on va une fois que cette arme, elle est dans les mains de tout le monde, c'est plus un avantage concurrentiel. Utiliser l'IA était un avantage concurrentiel il y a 2 ans. Aujourd'hui, franchement, utiliser l'IA, à peu près correctement, enfin je parle IA, g générative, style ChatGPT. Je te parle pas de créer tes propres modèles et tout ça. Je te parle de quelque chose de très accessible au grand public. Ce qui est aujourd'hui le principal usage des entreprises, hein. C'est, les outils, le vidéo editing assisté par IA, c'est les CRM assistés par IA, c'est la prospection automatisée par IA. C'est ce que la plupart des entreprises, c'est les outils qu'elles utilisent. Mais comme tout le monde les utilise, c'est pas comme avant, je sais pas, avant c'était comme avoir un revolver alors que tout le monde était à cheval. Aujourd'hui, tout le monde a un revolver. Ça veut dire quoi? Alors c'est pas très joli de dire ça, hein, d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire que si tout le monde a les mêmes armes, la différence, elle se fera, est-ce que tu utilises mieux cette arme et surtout, est-ce que tu vas l'utiliser de manière plus stratégique? Et moi, ce que je vois, heu, pour 2025, parce qu'honnêtement, je pourrais pas te dire que j'arriverai à voir au-delà. Le marché, il y a vraiment trop d'incertitudes parce qu'il y a pas que la technologie qui en compte, hein, quand même. C'est un gros volet, mais il y a pas que ça. C'est que tu vas être obligé d'élever ton niveau en marketing. Moi, là, je parle vraiment pour le marketing. C'est que si tu crois que juste créer du contenu, ça suffit, bah, voilà, tu fais erreur. Si tu penses que, il suffit, de, créer 3 vidéos un peu jolies, ça suffira pas. Aujourd'hui, les entreprises et je vais parler spécialement en B2B, mais je pense que ça s'applique largement en B2C, mais ils ont un peu plus vite compris que nous quand même. C'est que si tu as pas un vrai positionnement, si tu as pas des messages percutants, si tu as pas une offre vraiment différenciante, si tu sais même pas quels sont tes axes de différenciation et que tu les mets pas en avant, bah, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Et c'est pas que pour une raison technologique. C'est parce qu'en fait, comme il y a ce bruit, bah, je pense que tu le vois tous les jours. Tu ouvres, n'importe quel, ou réseau social ou tu fais une recherche sur Google, enfin, il y a encore des gens qui le font, hein, honnêtement, tu as des recherches sur Google ou tu fais une recherche sur YouTube même, va sur YouTube. Tu as des tonnes de trucs qui remontent. Comment tu les choisis? Comment tu les choisis? Si tu as pas une marque qui est forte et qui se distingue, qui va être mémorisée avant que le besoin il soit là. Franchement, moi, j'insiste là-dessus. Si aujourd'hui, les gens, ils te découvrent au moment où ils ont le besoin, bah, tu as très peu de chances d'être choisi, en fait. On est Il d'accord. faut idéalement, il faut qu'ils te connaissent avant. Donc sans stratégie, sans vrai positionnement, sans actif long terme comme marque, ça va être beaucoup plus difficile. C'est cette, adaptabilité et notion de survie qui t'a poussé à écrire ton livre? Pas du tout, je suis désolée. C'est le parallèle que j'ai vu, ouais. Non, non, mais je vais être hyper honnête, c'est l'angle qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que, heu on va peut-être juste expliquer parce que sinon je pense qu'on va perdre les gens. Heu, Ce livre, donc Homo Entrepreneurus, parle des stratégies de réussite d'Homo sapiens à appliquer à son entreprise. Parce que, bah, il y a encore 50 000 ans, on était 4 espèces humaines. Alors la plupart des gens, ils connaissent Néandertal, ils connaissent moins les autres, qui étaient, Denisova et l'homme de Flores, pour les plus curieux d'entre vous. Heu et ils étaient équivalents à nous, c'est qu'ils étaient très, très bien adaptés à leur environnement. Nickel! Franchement, je t'assure qu'un un néandertalien, il avait 300 000 ans d'avance sur sapiens. Il était super adapté au milieu européen. Bah, pourtant en 10 000 ans, il a disparu. Donc c'est pas une question d'être adapté à son environnement à un instant T. À un instant T, ils étaient très bien adaptés, ils ont été adaptés pendant 300 000 ans. L'enjeu, c'est de rester adapté quand le contexte devient extrêmement incertain, c'est-à-dire à peu près tout le temps et face à d'autres concurrents qui vont peut-être faire prendre d'autres positions, décisions que les tiennes. Et alors l'idée, elle est venue parce que moi, à la base, je suis passionnée de paléoanthropologie. Donc la paléoanthropologie, c'est l'étude des espèces humaines et de l'évolution humaine. Je fais un peu simple, au travers des restes. Ça peut inclure de la génétique aussi. Et à force de lire ça, donc j'ai lu beaucoup plus là-dessus que sur, Elon Musk et Steve Jobs. Je vais en décevoir beaucoup, mais moi, c'est pas du tout les auteurs que je je lis pas de biographie sur ces personnes-là. Je pense que c'est quand même très intéressant. Et de ces lectures, en fait, j'ai vu énormément de parallèles
avec les stratégies à mettre en place pour son entreprise. Comment je m'adapte? Comment je développe des avantages concurrentiels? Comment j'arrive à conquérir de nouveaux marchés? Quel est le rôle de la technologie? Bah, tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on est dirigeant et ben, en fait, moi, les réponses, je les trouvais dans ces lectures-là et et puis un jour, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas en faire un livre?» Alors, ça impliquait de faire mon coming out sur cette passion un peu particulière, sur laquelle personne ne me connaissait, que j'avais cachée même dans mon entourage pour beaucoup. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que dès que j'en ai parlé, ça a énormément intéressé les gens. Moi, j'aime beaucoup prendre des images concrètes, j'aime beaucoup utiliser des exemples autres que le business pour faire passer des messages ou pour prendre, conscience de certaines choses et c'est aussi ce que j'ai voulu faire, dans ce livre. C'est que ce sont des stratégies qui sont intemporelles, en fait. C'est pas l'incertitude, on a l'impression qu'on la vit aujourd'hui pour la première fois et que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pour la première fois. Alors qu'en fait, non, c'est la première fois à notre échelle de vie humaine ou de génération, mais tout ce qu'on est en train de vivre actuellement a déjà été vécu. Notre espèce l'a vécu, je dirais à une échelle, largement plus importante. Et d'ailleurs, j'ai inclus aussi, dans le dernier chapitre, on parle, de l'écologie parce que je sais que tout le monde va me dire: «Oui, mais les enjeux environnementaux» et clairement, il faut en prendre mesure, il faut l'intégrer dans sa stratégie d'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer et il y a un chapitre dédié à ça, d'ailleurs, dans le livre. C'est que c'est pas non plus quelque chose de nouveau à faire. Il y a des grands exemples de stratégies que tu peux citer? On laissera bien sûr le Alors lecteur, oui, tout découvrir, mais oui, oui, bien sûr, bah, je vais t'en prendre peut-être une, liée à peut-être ce que tes auditeurs ils viennent chercher, tout ce qui est autour, alors de la technologie peut-être? Est-ce qu'il y a des centres d'intérêt particuliers? ouais, la technologie, c'est une bonne idée. Alors, bah, si tu veux un exemple, souvent, pendant très longtemps, on nous disait que ou même on a pensé, la science pensait que Homo sapiens avait réussi parce que, il avait des meilleurs outils, il était plus malin, il faisait des bah, en fait, pas du tout. Néandertal avait, pendant très longtemps exactement, ou à peu de choses près, la même alors quand je parle de technologie, on parle de taille de pierre, mais à l'époque, c'était de la technologie en vrai, hein. C'était ce qui pouvait te faire un avantage concurrentiel ou pas. Pendant très longtemps, on a pensé que Sapiens c'était, genre le seul, qui avait limite il avait inventé le feu. Non, sachez que déjà, on en parlait tout à l'heure, mais personne n'a inventé le feu. Ça existe à l'état naturel. Le feu, c'est un élément. Heu, En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une différence entre utiliser le feu et l'avoir, pour soi. Alors, il y a d'autres espèces humaines qui l'utilisaient pour, cuisiner, pour faire cuire des aliments. Mais en revanche, utiliser le feu et industrialiser le feu pour en faire des fours, pour en faire du chauffage, pour en faire de l'éclairage, on va dire, un peu plus perfectionné, ça effectivement, on peut l'attribuer plutôt, à notre espèce, même si plein d'espèces sont utilisées pour l'éclairage aussi, hein. Mais c'est pas tellement le fait d'être le premier, tu vois? C'est un truc que je dont je parle dans le livre. C'est pas être le premier qui est important et c'est drôle parce que moi, j'ai très souvent eu des clients, qui venaient, quand ils créaient leur start-up et qui se préoccupaient pas de savoir, tu vois, s'ils avaient déjà quelqu'un ou une autre entreprise qui avait fait. Ils étaient persuadés d'être le premier, ils voulaient être le premier. Il y a plein de fois, enfin, je pense que tu le sais très bien, François Joseph, tu es rarement le premier à faire un truc. Tu es rarement le premier à avoir une idée. Tu es peut-être le premier à l'exécuter, mais tu es rarement le premier à avoir, eu l'idée et donc j'explique que, on s'en fout complètement d'être le premier parce que c'est pas forcément ça qui fera la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à exécuter et à innover. Donc il vaut mieux limite innover sur quelque chose qui existe déjà et faire mieux, que vouloir à tout prix être le premier et ne pas faire évoluer ton innovation. Et ça, c'est ce qui est sous bah, tu vois, le cas Nokia, par exemple, hein, qui est un cas, assez légendaire. Ils ont peut-être été les premiers sur innovation, mais ils n'ont pas su faire évoluer et adapter leur évolution leur innovation, excuse-moi. Ou Kodak sur les appareils Et numériques. aujourd'hui, on le voit très pardon? Ou Kodak sur les appareils photo numériques. Kodak sur les appareils photo numériques, tu as aussi, Blockbuster avant Netflix, qui était largement en avance sur Netflix, hein, je veux dire,
largement, largement, largement. Et donc en fait, aujourd'hui, pourquoi, ça une des raisons, c'est pas la seule, attention, il y en a plein, plein, plein des raisons, mais si je prends, la technologie, l'erreur, c'est de croire qu'il faut être le premier partout. C'est absolument pas suffisant et l'erreur, c'est de penser que parce que tu es le premier, c'est bon, tout va bien. Moi, ce que je vois très bien, ce que je vois, j'ai eu, le cas il y a pas très longtemps, un prospect au téléphone. Pendant très longtemps, il était sur une innovation, un logiciel, qui s'adressait sur une niche de clients et il m'a dit: «Moi, pendant des années, j'étais dans mon océan bleu». C'est-à-dire qu'il avait pas de concurrent. Il avait pas de concurrent, il avait été seul à avoir cette techno et puis là, il se réveillait, mais genre la douche froide et il était en train de constater qu'en fait, il y avait plein de nouveaux arrivants sur son marché, qu'ils avaient tous investi dans le marketing et qu'ils faisaient tous un produit au moins aussi bon que le sien. Mais en plus, avec la dimension: «J'occupe plus de terrain». Ça, c'est quelque chose que je développe énormément dans le livre, c'est ce que j'appelle l'occupation du territoire. Un truc que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas, enfin, ne comprennent pas, ne mesurent pas. Je pense qu'elles le comprennent, mais elles le mesurent pas. C'est que l'occupation du terrain, que ce soit en termes de distribution, mais surtout en termes de marque, de marketing, de réputation et de communication, c'est extrêmement important. Si on t'entend pas, si on te voit pas, même si tu es gros, tu es considéré comme petit. Tu Alors peux que être si tu es petit tu peux être un et que tout tu petit ailles et parler comme un gros et que tout le monde croit que tu sois un gros. mais il vaut mieux ça, en fait. Idéalement, il faut que ce qu'on appelle ta part de voix soit supérieure à celle des concurrents, au moins des concurrents de ta taille. Et ça, c'est typiquement, dans le cas des startups, par exemple, ou même des entreprises qui veulent pérenniser leur entreprise, c'est indispensable. L'occupation du territoire, alors quand je dis du territoire, c'est pas du tout le territoire, c'est de son audience. Il y a pas besoin d'être, je sais pas moi, si tu vends du matériel médical, pour les hôpitaux, tu as pas besoin d'être connu du grand public. Attention, quand je parle d'occupation du territoire, c'est l'occupation du territoire de ton propre marché et de ton propre marché, des personnes qui influencent les achats sur ton marché. Voilà, c'est ça qui est important et du coup, aujourd'hui, pour les entreprises, alors on peut parler des entreprises technologiques, mais ce que je suis en train de te partager, c'est valable pour toutes les entreprises en réalité. C'est quelque chose qui est indispensable et dont je parle, notamment que je développe dans le livre avec pas mal d'exemples. C'est hyper intéressant. Le livre, il sort bientôt. Oui, il Il sort sort le lundi? 16 janvier. Donc je sais pas quand D'accord. est-ce que cet épisode sera diffusé, mais il sort le Bah, 16 janvier. l'épisode sera diffusé mardi 14, si je dis pas de bêtises. Mais Euh, tu peux le commander déjà, il sera chez toi le ouais. 16 alors. Bon, bah, c'est parfait. Moi, j'ai déjà précommandé. Donc, euh, donc, je sais que je l'aurai le 16. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conseils aujourd'hui d'adaptation que tu pourrais donner à des entrepreneurs? Ce matin, je répondais aux questions d'une journaliste, qui me parlait de l'avènement, alors je sais pas si le mot avènement, mais c'est genre de la progression, du modèle de solopreneuriat. Elle me dit: «Oui, on voit ça arriver des États-Unis, les entrepreneurs, les gens maintenant veulent entreprendre tout seuls, c'est bien, tu as pas de chef et tout» et en fait, je lui ai expliqué et elle me dit: «Est-ce qu'on peut parler de ce modèle, par rapport à votre livre?» Et j'ai dit: «Mais en fait, pour moi, le solopreneuriat, c'est une forme d'entrepreneuriat, on va dire, c'est un business model d'entrepreneuriat. Mais l'erreur fondamentale, c'est de croire que solopreneuriat, ça veut dire je réussis tout seul. C'est faux. Soloprenariat, c'est une nouvelle forme, enfin nouvelle, je sais pas si c'est si nouveau que ça, mais en tout cas, c'est un nouveau branding du fait d'entreprendre seul. Mais, les entreprises ne peuvent pas se développer, que tu sois tout seul ou que tu sois, une entreprise de 100 000 personnes, d'ailleurs, a fortiori, tu ne te développes et tu ne réussis, tu ne dures pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Il y a dans mon livre, il y a tout un chapitre sur le rôle du clan. Évidemment, le clan, c'est à la préhistoire, mais aujourd'hui, pour une entreprise, le clan, ça va être quoi? Évidemment, ça va être ses clients,
Ça va être ses collaborateurs, ça va être toutes les parties prenantes, ça va être les alors on va dire les influenceurs, mais pas au sens un peu galvaudé qu'on a aujourd'hui, mais on sait tous qu'autour d'une entreprise, tu as toujours des personnes qui influencent les décisions, qui vont contribuer à te soutenir ou pas. Alors avant, on disait plutôt partie prenante, mais partie prenante, ça veut un peu tout rien dire pour moi. Heu et donc l'erreur, c'est vraiment de croire que, tu peux y aller tout seul. Dans la durée, une entreprise doit s un dirigeant notamment, doit savoir s'entourer des collaborateurs, des bons clients, peut-être, d'intégrer des masterminds aussi, ça, je le développe dans le livre, pour pouvoir être épaulé et donc le message Ouais. que je passe, c'est aujourd'hui, on le sait, un des facteurs de survie d'une entreprise, c'est sa capacité à créer des réseaux solides. Les communautés, notamment. Développer des communautés, surtout à une époque où on est dans de l'hyper-individualisme et on est sur de l'IA partout. Ça, c'est une tendance qui a fait plus qu'émerger. Alors, on parle plus de tendance émergente, mais qui va se consolider, c'est la prolifération des communautés. Je veux aller chercher mes pairs, je veux avoir du vrai lien. Aujourd'hui, une entreprise qui va durer, c'est ça et on le voit, d'ailleurs, je peux te citer un exemple. Les entreprises, familiales, donc avec un capital familial, sont plus Ouais. résilientes. Il y a des études qui sont plus résilientes, elles arrivent à plus traverser, la durée. Notamment, alors il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs identifiés de leur résilience, c'est leur capacité à s'appuyer sur des réseaux de proximité, à avoir construit des réseaux plus solides, La famille. à avoir une gouvernance qui est plus stable aussi. Donc forcément, c'est logique, je suis d'accord, mais le fait d'avoir une gouvernance plus stable et leur permet d'entretenir des relations de plus longue durée et donc ça leur permet aussi de survivre dans la durée, d'assurer ce filet de sécurité et ce réseau de soutien. Moi, je te rejoins vraiment sur ce côté, en fait, c'est que on va déléguer des tâches à l'intelligence artificielle, mais les relations vont être plus humaines. C'est comme ça que je le résumerai, en Faut le fait. souhaiter en tout cas. Et on va devoir Et plus, probablement et on va que devoir en tout cas plus simplifier. et élever le niveau aussi. C'est-à-dire que là où tu étais moyen avant, bah, il va falloir, être meilleur que les autres quand même, hein. C'est toujours pareil, tu sais, quand il y a beaucoup quand il y a beaucoup à manger pour tout le monde, quand le marché, tu as plein d'opportunités, bon, bah, au final, même les pas très bons, ils y arrivent, puisque les gros sont même pas capables d'absorber tout ce qu'il y a à manger. Mais quand la part du gâteau et le gâteau, il diminue, bah, là, il va falloir être un peu meilleur quand même, voire beaucoup meilleur. Il va falloir trouver des stratégies pour ça. On est d'accord. On arrive vers la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, j'ai beaucoup aimé tes questions en fait. Je les ai Merci. trouvées très pertinentes. Je termine toujours ces enregistrements par un petit quiz improbable. Euh, et je vais te les poser. Euh, Est-ce que tu es plutôt thé ou Go. café? Ah! Est-ce que Ah, tu elle es est trop plutôt dure thé ou celle-là. café? Ouais, café, mais j'en bois pas Combien beaucoup, j'en par bois que jour? 2 par jour et j'essaye de réduire. Ah, Je suis à 2, j'essaie de réduire à 1. si My Marketing Experience, enfin si tu pouvais avoir un super héros pour être co-CEO, enfin ou co-co-CEO vu que vous êtes déjà deux avec toi, qui choisirais-tu? Un super-héros? Mmh, un super-héros. Je suis pas très super-héros moi. Alors, un héros, C'est Marvel du coup? ouais, Marvel Ah, c'est ou, dur, hein. ou un autre univers. Tu as le droit à un joker, si tu veux l'utiliser sur cette question, tu peux. Heu, je crois que je prendrais Harry Potter, parce qu'il est magicien, il pourrait m'aider un peu, tu vois? Il pourrait débloquer des situations. Parce que souvent je dis: «Ah mais attendez, on est au marketing, on fait pas de la magie». Je me dis que si j'avais Harry Potter, du coup, je pourrais dire: «On est au marketing et on fait de la magie». Non allez, vas-y, on va prendre Dumbledore, il est quand même mieux. Si My Marketing Manager était une saveur de glace, ça serait quel parfum? Alors sur My Marketing Experience, Ouais, My Marketing tu as dit My Experience, voilà. Marketing
Une saveur de glace, moi, je vais prendre chocolat noir, au moins sorbet cacao. Voilà, sorbet cacao, parce que j'adore le chocolat très noir et je préfère les sorbets, on sent mieux le goût du chocolat. Quelle chanson pourrait être l'hymne de My Marketing Experience? J'ai envie de te dire I Will Survive, mais heu, quelle chanson? Mmh, je vais garder I Will Survive. Bah, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, quoi. Bon, C'est pas là, je pense que c'est plutôt l'entrepreneur qui a choisi la complètement. chanson plus que la Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? ouais, ça c'est facile. Ah, entreprendre? Ah merde, tu m'as dit je pensais que tu me disais à quelle période tu voudrais aller. Ah, si la période où je pouvais aller, je voudrais rencontrer des néandertaliens, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la solution, appelez-moi. Mais vivants, par contre, je voudrais vivants, pas pas morts. À quel moment j'aurais aimé Je connais deux entreprendre? trois bruts. Et ben, en fait, honnêtement, je pense qu'à l'époque à laquelle j'ai entrepris. Je trouve que c'était un super, bon timing. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Ah, il y en a qui vont se vexer, mais c'est de l'andouillette et j'ai trouvé ça absolument atroce. J'ai cru que j'allais vomir Et du coup, tu es et plutôt j'en ai McDo plus ou tu es mangé. plutôt gastro? Oh, gastro définitivement. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Ah bah, ça dépend pourquoi. Pourquoi faire? Pour l'apéro, plutôt vendredi soir. Et pour le boulot? Lundi matin. Souvent le vendredi, après-midi, je fais pas grand-chose. Je suis assez improductive. Ce qui est pas très sympa parce qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, mais pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Non, Est-ce non, que tu en es vrai, je plutôt suis Elon pas Musk ou je le vendredi ou qui? non, continue et puis je te poserai la question après. Non, moi, en général, le vendredi après-midi, je suis pas, très productive, je fais pas grand-chose. Bon, écoute, tu as été très productif cet après-midi en tout cas. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ni l'un ni l'autre. Quelle est la chose la Ce plus qu'il y a, c'est que étrange ce que tu sont as dans 2 ton bureau? modèles, Ouais, ce sont vas-y 2 développe. modèles, Elon alors, je reconnais de très grandes qualités chez chacun. Quand je dis gnognotte, ça veut pas dire, que je trouve que les 2 tout est à jeter. Chez les 2, je trouve, il y a de très grandes qualités entrepreneuriales, un esprit d'innovation qui est absolument certain, du génie, mais je ne me reconnais absolument pas dans ces modèles et ni dans les valeurs. Donc du coup, j'ai du mal à les adopter. Mais je sais quand même reconnaître la part de très positif dans chacun d'eux. Et prochaine question? Dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? J'ai pas grand-chose dans mon bureau. Quelle est la chose la plus étrange que j'ai dans je sais pas si c'est très avouable. J'ai un kit pour me faire les ongles, qui marche plus d'ailleurs. Ouais, c'est gentil quand même. Ça, c'est pas Ouais, c'est trop, gentil. j'ai pas j'ai pas de trucs, plus que ça très bizarre, non. J'ai pas de trucs trop Wow. bizarres. Écoute Sandy, si des auditeurs souhaitent prendre contact avec toi, quel est le meilleur canal pour venir à toi? LinkedIn, je suis très présente sur LinkedIn. Je réponds à mes messages. Après bon, on a un site internet, bien sûr, mais c'est un peu plus impersonnel par le site internet. Si on a un nom, si on a identifié la personne, c'est plus sympa de passer en direct, sur LinkedIn. Bon, bah super. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt et surtout beaucoup de succès pour ce nouveau livre que j'ai hâte de lire. Merci beaucoup Françoise Joseph pour tes super questions et à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.